Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. On voudrait remercier notre partenaire Pharos. Saviez-vous que notre alimentation moderne est jusqu'à 4 fois moins nutritive que celle de nos ancêtres? Pourtant, le foie de bœuf est l'un des aliments les plus riches de la planète. Seulement 7 grammes suffisent à couvrir une grande partie de nos besoins en vitamines et minéraux. Le problème, nous avons perdu l'habitude d'en consommer. C'est là que Pharos intervient avec son haché révolutionnaire. Un mélange savoureux de 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et 20% d'abat. Pas de compromis sur la qualité, chaque lot est testé en laboratoire pour garantir sa richesse en micronutriments et oméga 3, tout en restant exempt de polluants comme les métaux lourds ou pesticides. Ça régale. Dans le cadre de notre partenariat, la marque offre aux auditeurs 4 steaks 3 étoiles avec votre première commande de haché Pharos. Pour en profiter, il suffit de l'ajouter à votre panier et d'utiliser le code 1000% sur la page de paiement. Lien et code en description. Go. Ouais. Christian Drapeau, enchanté. Donc, du coup, on est ravis de te recevoir dans le podcast 1000% au sein de l'Hypersommet sur l'hypersanté. Spécialisé dans la recherche sur les cellules souches, auteur, conférencier, tu es aussi neurophysiologiste. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui tu es pour qu'on puisse comprendre un peu ton parcours concernant ce sujet très, très spécifique? Je suis neurophysiologiste by training à l'université McGill. Donc, mes études étaient sur la mémoire et sur l'épilepsie. Je me suis toujours intéressé aux plantes depuis tout jeune. Et puis, à un moment donné, j'ai eu une opportunité comme ça, à travers ces circonstances, de travailler pour une compagnie qui vendait l'algue bleue du lac Klamath, donc en 95. Et c'est les recherches que j'ai démarrées sur cette algue bleue qui m'ont emmené à étudier, à travailler comme ça au niveau des cellules souches. Comme n'importe qui de l'époque, les cellules souches, on savait, étaient simplement les précurseurs des cellules du sang. Donc, quand on a commencé à avoir différents éléments au niveau des cellules souches, ça a ouvert un nouveau champ d'études. Et donc, j'ai commencé à travailler au niveau des cellules souches vers 2001. Et de là est venu un petit peu tout ce que j'ai fait dans le domaine. Parce que historiquement, du coup, les cellules souches ont un impact sur les cellules sanguines. C'est comme ça que ça a commencé la recherche sur... Si je remets ça dans un contexte hyper global, je pense que ça vaut le coup de le faire parce que souvent, quand on parle de cellules souches, c'est un traitement. Et puis on se dit, c'est nouveau, ça vient d'être découvert. Alors qu'il y a vraiment tout un contexte historique à tout ça. En 1905, en suivant sur les prédécesseurs, il y a un chercheur russe, Alexander Maximov, qui a proposé, à l'époque, il y a une lymphocyte mère, père, peu importe, un lymphocyte qui est vraiment à la base de toutes les cellules du sang et peut-être même toutes les cellules du corps. Fascinant quand même en 1905. Et pas d'évidence à l'époque, donc c'est passé comme ça aux oubliettes. Vers les années 50, il y a eu un accident dans une centrale nucléaire en Europe de l'Est. Et là, il y a eu 6 hommes qui ont été irradiés. Et on savait après Hiroshima que les radiations font en sorte qu'on fait plus son propre sang. Donc on peut pas vivre très longtemps. Donc on les a emmenés ici d'ailleurs en France et ils ont reçu des transfusions sanguines. Avec l'idée qu'il fallait faire des transfusions comme ça à tous les 2-3 mois. Et après la première transfusion, ils ont tous commencé à faire leur propre sang. Donc, ça a ramené l'idée qu'il y avait justement dans le sang cette cellule mère qui pouvait refaire un petit peu tout le sang. Et après, on a découvert que le réservoir principal de ces cellules, c'était la moelle osseuse. Mais la connaissance ou ce qu'on croyait du potentiel des cellules souches, c'était arrêté là. Au même moment, ou pendant la même période, vers le début des années 60, toute la science de l'embryologie s'est développée. Donc, on savait qu'il y avait cette première cellule, donc l'œuf, le sperme, le zygote. Donc, on savait qu'il existait dans la vie cette cellule première qui va entraîner le développement de tout l'organisme. On savait que lorsque le zygote se développe, qui donne l'amas des cellules embryonnaires, si on prend une cellule, on peut développer comme ça tout un organisme. Donc, on a eu plusieurs des clones comme ça de chiens, de souris. Vous vous souvenez le mouton Dolly, voilà. Donc, donc l'idée c'était, et si on pouvait faire ça avec l'homme? Donc, on pourrait faire croître un nouveau cœur en laboratoire, puis vous donner un nouveau cœur. Je veux dire, c'était leur rêve d'utiliser ces cellules-là pour faire ça. Mais ils n'arrivaient pas à faire croître les cellules souches embryonnaires humaines.
jusqu'à ce qu'un chercheur en 98 est arrivé à le faire. Donc ça a tout réveillé un petit peu ce rêve régénérateur de se dire on pourrait faire des organes humains comme ça en laboratoire. Le problème, c'est que rapidement, ça a été devenu très clair. Une des définitions de l'action d'une cellule souche, c'est qu'elle fait un tératome. Si on l'injecte comme ça dans la peau, dans un muscle, elle va faire cellule du muscle avec des cheveux, des os, il y a tout. Hein. C'est un masse cellulaire désorganisé à cause du pouvoir des cellules souches embryonnaires. Donc, elle fonctionne, mais avec un risque de faire une tumeur à quasiment tous les coups. Donc, du coup, il y a eu un engouement. On a réalisé, ces cellules souches embryonnaires, vraiment, c'est pas la solution. Mais comme tout était démarré, on se retourne, on dit, quelle autre cellule peut fonctionner? Et donc, on se dit, les cellules souches ombilicales, du cordon ombilical, c'est des cellules souches adultes, mais quand même avec un pouvoir régénérateur assez intéressant. Donc, c'est développer des réseaux de récolte de ces cellules souches ombilicales. Au même moment, on découvre qu'il y a des cellules grasseuses, des cellules des tissus gras qui a des pouvoirs régénérateurs. Mais toujours avec l'idée que la cellule de la moelle osseuse était limitée à faire que des cellules du sang. Et là, certains chercheurs se sont posé la question, mais est-ce que c'est vrai? Maintenant qu'on a découvert plus de méthodes pour travailler avec ces cellules souches, allons les regarder à nouveau. Et là, on découvre que, non, elles ont des capacités à devenir tout ce qu'il y a dans le corps. Et donc, tout se développe, puis à travers tout ce développement-là, on réalise que les cellules souches de la moelle osseuse, en fait, c'est le système de réparation du corps humain. Donc, il y a tout un développement historique qui met en contexte un petit peu tout ce qu'on parle aujourd'hui des injections de cellules souches. En fait, c'est la conséquence de cette idée originale au début des années 2000 qu'il fallait les trouver ailleurs pour pouvoir les injecter. C'est la résultante de tout ça. Si on avait su au début des années 2000 que nos propres cellules souches peuvent faire le travail, probablement rien de ça se serait développé. Ça va. Et comment on explique la différence entre les cellules souches embryonnaires et les cellules souches de la moelle osseuse, les cellules embryonnaires qui amènent en fait à un amas un peu anarchique, et finalement les cellules de la moelle osseuse qui viennent se différencier sur le tissu cible. La cellule souche embryonnaire n'est qu'embryonnaire quand dans la première semaine ou 2 premières semaines de vie, si je peux dire, de l'embryon microscopique. À partir de ce moment-là, les cellules commencent à prendre une direction dans leur différenciation et ça devient des cellules fétales qui ont commencé un peu, elles ont plus le pouvoir régénérateur initial, si je peux dire, des cellules souches embryonnaires. Et là, elles continuent et vers la fin de la vie, c'est plus un embryon maintenant, du fœtus, au moment de la naissance, ce sont des cellules dites adultes. Elles ont plus la capacité, comme des cellules souches embryonnaires. Elles vont simplement se transformer en cellules du tissu en question avec lequel elles sont en contact. Donc la différence vraiment, c'est que si on prend une cellule souche embryonnaire et qu'on la met comme ça sous la peau, elle va vous donner un tératome. On prend une cellule souche ombilicale ou adulte, donc tous les autres types de cellules souches, et on les met comme ça sous la peau, ça va vous donner une cellule de la peau. On la met dans un muscle, elle va devenir une cellule du muscle. On la met dans le cœur, dans le foie, peu importe, elle va devenir des cellules du tissu en question. Donc, et d'un point de vue de médecine régénérative, c'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'un tératome. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce qui se fait en termes de médecine au niveau des cellules souches, c'est avec des cellules souches adultes. Et comment tu pourrais définir du coup ce système de régénération, de réparation que tu nommes comme un système immunitaire, un système cardiovasculaire? Voilà, est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu ce système de régénération? Ça paraît nouveau, particulier, dur à croire. Il y a un aspect un petit peu novateur de tout ça. C'est strictement parce qu'on vient de le réaliser. Le système de réparation a toujours été là, comme le système immunitaire. Il y a rien qui a été fabriqué ou créé ici. Ça a toujours été là. La raison, c'est que c'était invisible parce que le nombre de cellules souches dans le sang, si on regarde une population de lymphocytes, je veux dire, c'est 1 sur 10 000. Donc, on regarde un amas de cellules au microscope, on peut pas identifier celle-là comme étant une cellule souche, donc c'est invisible. À partir du moment donné où on peut marquer une cellule et voir que cette cellule a quitté la moelle osseuse, est allée dans le cœur ou dans un tissu et c'est devenu une cellule du tissu, simplement à partir de ce moment-là, on peut visualiser et voir le phénomène. Donc, en fait, le phénomène s'est découvert après le développement d'outils qui permettent de marquer les cellules. Et l'outil principal a été la protéine fluorescente verte.
prix Nobel de chimie 2008. C'est récent tout ça. Le développement s'est fait entre, je dirais, 1960 et les années 2000, mais dans les années 90, on a développé donc cette protéine pour pouvoir l'utiliser comme ça dans le marquage cellulaire, et c'est ce qui a permis de découvrir le phénomène. Donc, on le voit récemment, mais il a toujours été là. Et donc, il suit un peu le même phénomène que le système immunitaire. Je me coupe par exemple, j'ai une infection. Donc, l'infection va être détectée par des cellules immunitaires qui vont rentrer en contact avec les bactéries. Ces cellules immunitaires vont être activées, vont être emportées par la circulation lymphatique. Une fois qu'elles arrivent au nœud lymphatique, elles communiquent l'infection aux autres cellules du noyau lymphatique. Et là, les cellules sont libérées. Et donc, on a l'amorce d'une réponse immunitaire. Ces cellules immunitaires vont circuler partout, mais elles vont migrer au niveau de la coupure. Donc, il y a un aspect chémotactique ici qui fait en sorte que les cellules immunitaires vont aller à cet endroit-là. Elles vont aller toucher la bactérie et tuer la bactérie. C'est un phénomène très bien documenté, très bien décrit pour cibler la bactérie, pour tuer la bactérie. Maintenant, il y a une coupure, la bactérie est éliminée, il faut guérir la coupure. C'est le même phénomène. Des composés sont libérés, qui vont aller au niveau de la moelle osseuse. Il faut une blessure, plus une coupure, il faut une blessure un peu plus importante. Mais les composés sont libérés, ils vont à la moelle osseuse, déclenchent la libération de cellules souches de la moelle osseuse. Le niveau de cellules souches en circulation va augmenter entre 3 et 10 fois dans les 3 à 5 jours suivant une blessure significative. Et puis, ces cellules souches vont circuler partout. Elles vont être attirées par un composé bien précis, spécifique aux cellules souches, le facteur stromal. Quand la cellule circule dans le tissu affecté où il y a la blessure, le facteur stromal va se connecter au récepteur et là, la cellule va s'agripper aux parois capillaires. Et si la cellule continue à sentir, à détecter le SDF1, donc c'est pas une erreur, c'est pas un false positive, donc la cellule va commencer maintenant à libérer d'autres molécules d'adhésion qui vont faire en sorte que la cellule va migrer à travers le capillaire et lorsqu'elle arrive dans le tissu, elle va littéralement ramper suivant ce signal, d'où le signal est émis, et donc elle va arriver comme ça au niveau de l'endroit où le tissu est endommagé. Et au contact de molécules spécifique du tissu en question, je suis dans le foie, je suis dans un muscle, donc la cellule va se proliférer et devenir des cellules du tissu en question. Tout comme le système immunitaire, c'est le système de réparation. Est-ce que tu peux préciser du coup ce système de cicatrisation, par exemple sur une plaie, avec ces cellules souches qui vont arriver, pour pas laisser la place justement à des fibroblastes, par exemple Tout à fait. Toute la réparation de n'importe quel tissu dépend du nombre de cellules souches disponibles pour participer au tissu en question. Si un tissu est endommagé et une plaie ouverte, et c'est peut-être l'exemple le meilleur, parce que si j'ai une plaie ouverte, donc j'expose le corps à une infection systémique, donc le corps veut fermer ça rapidement. Si j'ai pas assez de circulation, de cellules souches en circulation pour fermer la plaie, eh ben les fibroblastes locaux vont rentrer en action et vont fermer la plaie. Mais les fibroblastes peuvent pas devenir des kératinocytes, des glandes sudoripores, des follicules pileux, tout ce qu'on a dans une peau normale. Donc ça va devenir un morceau de peau. Donc c'est une cicatrice keloïde qui a pas de poils, qui a pas de tout le reste. Donc c'est juste un moton de peau pour sceller l'ouverture, si je peux dire. C'est juste une fonction d'étanchéité. Voilà, fonction d'étanchéité. Alors que si j'ai assez de cellules souches en circulation, eh ben les cellules souches vont migrer et vont rentrer en action. Et là, on aura une cicatrice souvent très fine. Même la cicatrice va complètement disparaître. Est-ce que tu prends cette histoire de la cicatrice, qui je pense est très parlante pour tout le monde, mais finalement, ce système de vieillissement, de régénération, il existe dans tous les tissus du corps, tous les organes. Est-ce que tu pourrais peut-être poursuivre un petit peu ce... Déjà, si je prends, disons, une blessure qui est comme une coupure, mais disons c'est à l'interne. Donc on a fait les points de suture, tout est fait, il n'y a pas de risque d'infection. Maintenant les tissus en dessous, les muscles, tissus conjonctifs, tout ce qui est en dessous, le ligament, quand on a eu une opération par exemple pour un genou, ce qu'on voit quand on se met à libérer plus de cellules souches, c'est la mobilité qui est beaucoup moins limitée par les tissus cicatriciels internes. Donc, c'est la migration et donc c'est la réparation, pas simplement de la peau, mais de tout le reste. Donc, ça, c'est au niveau d'une blessure. Maintenant, on peut étendre ça au concept de blessure ou de comment on peut dire, damage tissues. De régénération tissulaire. Voilà, régénération tissulaire, c'est de comprendre que, en absence de problème, en absence de blessure ou de quoi que ce soit qui soit problématique au niveau d'un tissu, les cellules souches sont toujours libérées et elles jouent un rôle fascinant
capital de survie qui est d'aller migrer comme ça dans tous les tissus et de remplacer les cellules qui sont perdues. Donc, si je résume tout ça dans une explication simple, c'est de voir que les recherches au niveau des cellules souches ont démontré un phénomène qu'on connaissait quelque part d'un point de vue quasiment intuitif, si je puis dire. Vous avez sans doute entendu parler, on a un nouveau corps à tous les 5 ans, tous les 7 ans, tous les 12 ans. Mais quelles sont les données derrière ces affirmations? Il n'y en a pas, en fait. C'est intuitif, c'est basé sur des données, mais sans données réelles. Les recherches sur les cellules souches ont démontré qu'effectivement, le phénomène est très réel, mais c'est plus qu'on a une peau à tous les mois, un foie tous les 2-3 ans, un pancréas tous les 4 à 6 ans, la moitié d'un cœur à tous les 25-50 ans. Tout se renouvelle constamment. Renouvellement veut dire perte de cellules, mais pour rester en santé, il faut les remplacer. Donc, c'est un peu, souvent, je prends l'exemple, c'est comme un compte en banque. On regarde la quantité d'argent qu'on a dans le compte en banque. Vous avez 1 000 € dans votre compte en banque. Eh ben, si vous comptez combien vous avez en banque, ça vous dit pas combien d'entrées vous avez eues ou combien de dépenses vous avez eues. Si vous avez 1 million d'euros par mois de rentrée et que vous le dépensez, vous avez un style de vie assez phénoménal. Si vous rentrez 100 € par mois et que vous en dépensez 100, vous gardez toujours votre 1 000 €, mais vous avez un style de vie qui est beaucoup moindre. Au niveau des cellules souches, c'est un peu pareil. La libération et la perte cellulaire. Et là, ça vous donne la santé, votre capital santé. À partir du moment donné où j'ai moins de cellules souches en circulation parce que la moelle rouge se transforme en moelle jaune et qu'au vieillissement, j'ai de plus en plus de dépenses parce que je perds de plus en plus de cellules, il y a un moment donné où mon 1 000 € commence à diminuer. C'est mon capital santé. J'ai pas encore de faillite. Mais je vois que j'ai plus la même activité. Et là, à un moment donné, lorsque j'ai plus d'argent dans le compte en banque, eh bien voilà, j'ai la faillite. C'est la maladie. Et donc, si je peux dire, au fil du vieillissement, on perd des cellules dans tous les tissus, mais comme on a de moins en moins de cellules souches, il y a un moment donné où il y a une perte qui s'accumule, et cette perte, si elle s'accumule au niveau du pancréas, ben c'est un diabète. Elle s'accumule au niveau du cœur, c'est une cardiomyopathie, peu importe. Donc, toutes les maladies reliées à l'âge sont reliées en fait à un déclin naturel du nombre de cellules souches en circulation. Comment est-ce que tu expliques cette différence au niveau métabolique entre les différents organes? Parce que tu disais que le cœur se renouvelait c'était 1% de renouvellement cellulaire par an, et le foie par contre se renouvelle complètement. Bon, ça dépend des individus en 3 ans. Donc, comment est-ce que tu expliques cette variation métabolique, sachant que le cœur est très bien vascularisé? Oui, oui. Et le foie l'est très bien aussi. Il faut voir que quand on dit régénération, c'est mesuré par la division cellulaire à l'intérieur du tissu. C'est comme ça que c'est mesuré. Le pourquoi derrière ça, je peux simplement avancer une hypothèse, parce que j'ai pas la réponse. Ça peut-être dépendre du fait de comment le tissu est, pas attaqué, mais comment le tissu est susceptible d'être exposé à des agressions. Donc, on prend le foie, par exemple, qui est constamment exposé à des toxines. Si on a un foie qui se régénère pas, ben on mourrait rapidement, en fait. La paroi intestinale est constamment, elle est très, très mince pour pouvoir permettre vraiment une absorption rapide de nutriments. Et donc, elle est affectée par tout ce qu'on mange. En fait. Donc, il faut qu'il y ait un renouvellement rapide. Donc, c'est aux 5 jours. Donc, je pense qu'il y a peut-être pas une gradation, mais un spectre, si je peux dire, en termes de rénovation, qui dépend de la fragilité du tissu et du degré avec lequel le tissu est stressé. Est stressé, voilà, c'est ça. Ah oui, je perds mon français, là. Ça fait 30 ans que je suis en anglais. Permettre sa résilience, finalement. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors que le cœur, il est harcelé, si je peux dire, avec l'activité physique, mais il n'est pas comme tel touché. Le cerveau est pas touché comme tel. Je parle d'un point de vue d'évolution. Je dis pas aujourd'hui. Et donc, c'est une raison pour laquelle il y a tant de pathologies qui se développent, c'est que le corps n'a pas été adapté d'un point de vue guérison à plein de conditions auxquelles le corps est soumis aujourd'hui. Et nous, en rééducation avec Vincent, on voit tout un spectre de patients qui ont des capacités de récupération qui sont complètement différentes. Est-ce que ça pourrait expliquer, par exemple, qu'il y a des gens... en 15 jours, ils récupèrent des mobilités d'épaule qui sont dingues après une opération, et d'autres qui restent hyper fibrosés. J'ai aucun doute, absolument aucun doute.
Si on avait dans un labo un cytomètre de flux qui nous permettrait de faire l'étude, ben je vous dirais quantifiez le nombre de cellules souches normales en circulation chez tous ces patients et à la fin vous les séparez, celui qui a récupéré rapidement, celui qui n'a pas récupéré rapidement, et vous allez voir, ceux qui n'ont pas récupéré rapidement vont avoir à peu près la moitié ou moins du nombre de cellules souches qu'on retrouve dans l'autre groupe. Ça a été fait dans plusieurs études. Je vous dirai pas un nombre incalculable d'études parce que c'est nouveau comme concept, mais chaque étude qui a regardé ça, on trouvait la même chose. Donc c'est documenté. Ah oui, tout à fait. Et idem sur le système immunitaire. Le système immunitaire est un peu différent en ce sens que les cellules souches qui sont libérées, qui vont réparer, ne sont pas les cellules souches qui vont faire les cellules du sang. Il y a une différenciation quelque part dans le processus. Nous, les plantes qu'on a utilisées qui stimulent la libération des cellules souches de la moelle osseuse, quand on quantifie la quantité de lymphocytes B, T, enfin tout ça, on voit pas vraiment de différence. Pour recentrer un petit peu sur la compréhension du système de régénération, donc il y a cette partie de cellules souches qui doit être libérée dans la circulation sanguine, mais en y pensant, est-ce qu'il y a une solution locale de type paracrine où les cellules peuvent finalement se diviser et ça ferait partie aussi du système de régénération, tu vois, il y aurait aussi une partie de migration des cellules souches, mais aussi une solution locale de différenciation, de division cellulaire. Tout à fait. C'est une des raisons pour laquelle, quand on parle du cœur et du cerveau, qui se régénèrent beaucoup plus lentement que d'autres tissus, c'est parce que la régénération est en grande partie, non pas à base de cellules souches, mais de facteurs paracrines. Donc la cellule souche migre dans le cœur d'une façon limitée et se met à libérer des composés qui vont stimuler les cellules souches cardiaques, résidentes du cœur. Et donc c'est un processus qui est beaucoup plus lent, mais qui existe quand même. Et pareil au cerveau. C'est endogène à l'organe. Endogène à l'organe. Oui, cellules souches endogènes. Donc plus limité, toujours existant, mais plus limité. Et ça veut dire que l'organe sécrète ses propres cellules souches également. Il y a des cellules souches de l'organe qui résident dans l'organe et qui peuvent être appelées à rentrer en action pour la réparation du cœur. Okay. Plus limité, mais effectivement. Mais qui les produit dans cet organe? Parce que dans la moelle osseuse, peut-être tu pourrais nous dire où sont produits. Dans le système nerveux, je crois qu'il y a la névroglie qui a des cellules souches à disposition. En tout cas, j'ai entendu. Il y a une région du cerveau, près des ventricules, où il y a une population plus concentrée de cellules souches du cerveau et qui peuvent, lorsqu'il y a une blessure quelque part dans le cerveau, on les voit migrer. Donc, elles rentrent en action. Donc, ce sont des cellules résidentes du cerveau. Et la plupart de la réparation, la majorité de la réparation qui se passe dans le cerveau provient en fait de ces cellules souches résidentes du cerveau. Ça peut être stimulé par des cellules souches de la moelle osseuse qui migrent dans le cerveau. Mais si on regarde par exemple, donc ça, il y a pas beaucoup de recherches qui ont été faites dans ce domaine-là, mais il y en a assez pour pouvoir, d'une façon générale, comprendre que si on a une blessure au niveau du cerveau, Parkinson par exemple, et qu'on libère les cellules souches de moelle osseuse et qu'on libère des cellules souches avec la protéine fluorescente verte, donc on démarre ces études chez les animaux dans le moment, justement pour documenter ça, et qu'on crée une lésion au niveau du cerveau et que et après la lésion, on donne aux souris on dit en anglais D-bromouridine, bromouridine, j'imagine. C'est un nucléotide marqué avec la radioactivité. Et donc, lorsque l'ADN se sépare pour une division cellulaire, c'est incorporé à l'ADN, donc on peut détecter ça dans une cellule. Donc, ça nous permet de voir quelles cellules sont des cellules nouvelles qui sont divisées après le début de l'expérimentation. Donc, quand il y a réparation au niveau du cerveau, on peut voir on peut identifier toutes les nouvelles cellules. Et parmi ces nouvelles cellules, on peut voir laquelle est verte aussi, donc elle provient des cellules souches. Donc, dans un tissu comme le cœur ou le cerveau, on voit la réparation qui s'est faite avec de nouvelles cellules, mais très peu de ces cellules, en fait, proviennent directement des cellules souches. Donc, il y a des cellules souches qui ont stimulé les cellules résidentes du tissu à faire cette réparation. Oui, parce que la complexité du corps humain est bien plus vaste que notre modélisation de tout ça. Et finalement, il y a un continuum du système immunitaire, notre système de défense, avec le système de régénération. Et de ce que tu avances, c'est finalement, il y a un rôle de régénération des cellules souches, mais il y a aussi un rôle anti-inflammatoire et aussi immunomodulateur
Au niveau des cellules souches? Oui. Tout à fait. La cellule souche est probablement the item, comment dire, l'objet ou la chose la plus anti-inflammatoire dans le corps, mais d'un point de vue local. C'est vraiment l'endroit où il y a... Regardez une coupure, par exemple. Vous avez une coupure. Ça va être sensible pendant quelques jours avec une inflammation. Mais à partir du moment donné où ça se met à se réparer, l'inflammation disparaît et la sensibilité disparaît. On peut pas avoir réparation et inflammation au même moment. Donc, une région où l'inflammation est chronique, il n'y a pas de réparation possible. Et souvent, il n'y a pas de cellules souches qui ont accès au tissu. Qui viennent finir cette inflammation. Parce que lorsque la cellule souche arrive à l'endroit qui doit être réparé, où elle a été attirée, son premier rôle, c'est de supprimer l'inflammation. Et là, elle peut commencer son travail de réparation. Donc, elle est extrêmement anti-inflammatoire. C'est pour ça, par exemple, que pendant le COVID, où il y avait énormément de micro-lésions comme ça au niveau des poumons, ça a été des études qui ont été faites aux États-Unis et en Chine. Si on fait simplement faire une injection de cellules souches ou libérer vos propres cellules souches, les cellules souches migrent à tous ces endroits, tous ces foyers, voilà, tous ces foyers d'inflammation microscopique. Elles rentrent là, suppriment l'inflammation et active la guérison. Et donc, les gens quittaient les soins intensifs à l'intérieur d'une journée ou deux. On fait un saut un peu sur un autre sujet qu'on abordera peut-être plus en détail, mais l'inflammation permet une vasodilatation des vaisseaux sanguins et permet aux cellules souches d'aller chercher plus loin dans le capillaire. Tu me dis qu'elle diminue l'inflammation, mais elle a besoin de l'inflammation. Tout à fait. C'est une séquence. C'est une séquence. Il y a la blessure, la cellule immunitaire, c'est elle qui est la première à arriver et détecter un petit peu le morceau. Lorsqu'elle est là, elle se met à libérer différentes cytokines inflammatoires pour augmenter le flux sanguin et l'apport de cellules, mais l'inflammation doit être temporaire. C'est quelque chose qui doit être local et temporaire. Donc, pour permettre l'arrivée de cellules souches, lorsque c'est systémique, ça dégénère, si je puis dire, dans une situation qui limite à ce moment-là la microcirculation. Mais au démarrage, c'est la raison de tout le phénomène, d'augmenter l'apport de cellules souches au tissu. Et pour les auditeurs, est-ce que tu pourrais définir les 5 piliers en fait du système de réparation, la production, la migration? La production, c'est pas vrai de dire, j'allais dire, on peut rien faire. C'est pas vrai du tout. La chambre hyperbare a un effet au niveau de la production, l'hormone de croissance a un effet, mais il y a peu de choses, grosso modo, qui ont été étudiées jusqu'à présent pour augmenter la production des cellules souches. On parle plus de libération. Elles sont libérées. Parce qu'il y a moins d'évidence, en fait, il y a moins de preuves. Il y a moins de recherches qui ont été faites parce que, en fait, l'homéostase de la moelle osseuse est puissante. Si vous libérez, je sais pas moi, 10 millions, il vous manque pas 10 millions de cellules souches dans la moelle osseuse. Elle se maintient d'une façon, c'est comme un puits, quoi. On prend 10 seaux d'eau, le puits est au même niveau. Prenez-en 200, le puits est au même niveau. Elle se maintient. Elle diminue avec le temps. Mais lorsqu'on libère des cellules souches, on n'a pas moins de cellules souches dans notre moelle rouge. Donc, il y a eu moins d'études qui ont été connues, du moins sur cette production. Donc, nous, on parle de libération. Donc, on libère ces cellules souches, donc on peut quantifier l'augmentation du nombre de cellules souches en circulation et doivent pouvoir circuler dans tous les fins capillaires, parce que c'est le seul endroit où les cellules souches peuvent avoir un rôle régénérateur ou de réparation, c'est dans les capillaires. Donc, partie terminale. C'est comme l'aqueduc dans votre ville, il peut y avoir de l'eau partout, c'est bon, mais si le tuyau qui va à votre maison est bloqué, ça vous sert à rien. Vous allez manquer d'eau. C'est pareil. C'est les artères, les artérioles, tout ça est bon. Mais si le capillaire n'a pas de bonne circulation, cette région est dépourvue de capacité de réparation. Donc, circulation et microcirculation. Et aussi inflammation systémique. L'inflammation systémique est un peu le signal local, qui est le signal pour attirer les cellules souches, mais lorsque c'est systémique, c'est du bruit à ce moment-là. Donc, ça déroute un peu la cellule souche. Donc, la cellule souche devient beaucoup moins efficace dans sa capacité à aller où elle doit aller. Lorsqu'elle arrive dans le capillaire, elle est au bon endroit, il y a la migration. Donc, la capacité à migrer dans le tissu. À sortir de la circulation pour aller dans le tissu. Lorsqu'elle arrive dans le tissu, une cellule souche dans un tissu, c'est rien, je veux dire, c'est un verre d'eau dans l'océan, c'est rien.
Donc, il faut que cette cellule devienne, je sais pas, moi, 100 000 cellules tissulaires pour que ça fasse une différence. 1 million. Donc, il y a un processus de prolifération. Donc, il faut que ça aussi, ça puisse être soutenu. Et donc, on parle d'activité mitochondrienne, de tous les acides aminés, tout ce qu'il faut, les acides aminés, les nutriments, tout ce qu'il faut pour une bonne prolifération cellulaire. C'est des nouvelles membranes cellulaires, tout ce qu'il faut. Donc, une bonne nutrition. Et ensuite, la différenciation. Donc, il faut un petit peu tout ça. Je pense. Oui, mais on peut même s'arrêter un petit peu. Peut-être sur la production. Allez, on va tous les faire de toute façon. Ouais, ok. Il faut. On reprend après cette petite pause. Ouais. Et on aimerait bien que tu nous dissèques le système de production des cellules souches, donc au sein de la moelle osseuse rouge, si j'ai bien compris. Et pourquoi est-ce que ce système de production se dégrade avec le temps Le système de production comme tel, je ne sais pas si on peut dire il se dégrade. C'est que et la raison pour laquelle ce phénomène-là se produit, c'est en fait, on peut y mettre des hypothèses. C'est que les cellules souches accumulent comme ça du gras, atteignent un état de sénescence et ça devient une cellule grasseuse de la moelle osseuse. Et donc, ce processus de conversion de moelle rouge à moelle jaune démarre rapidement après la naissance. Donc, à l'âge d'à peu près 15 ans, on a perdu à peu près 50% de la moelle rouge. Et puis, dans la trentaine, on a perdu jusqu'à 90% de la moelle rouge, qui correspond à 90% de déclin dans le nombre de cellules souches en circulation. Et donc, on réalise comme ça, quelque part dans la trentaine, on récupère pas comme on récupérait avant. C'est pas coupé à la trentaine. Je veux dire, c'est un déclin au fil du temps. Mais il y a un moment donné où, aussi longtemps qu'on a juste assez de cellules souches pour satisfaire un petit peu tous les besoins, après la maturité, sinon c'est utilisé dans la maturité, hein, il y a une croissance, donc les cellules souches sont utilisées énormément. Quand on atteint la maturité, peu de temps après, eh ben on atteint un état où là on réalise que on n'a plus ce processus de réparation. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Il y a un code en description. Retour au podcast. Tu vois, ça nous fait penser à l'atrophie du thymus aussi, qui est un organe lymphocytaire. Et finalement, est-ce que ce serait pas juste une question de maturité? En fait, passé un âge, on a besoin d'avoir moins de volume en fait de ces organes-là, mais ils gardent en fait une performance dans le système. C'est hypothétique. Je peux vous donner deux causes qui auraient du sens. La première, c'est de voir que au fil de l'évolution humaine, au cours des 100 000 dernières années, on a eu une espérance de vie de 30 ans. Quand on trouve plein de squelettes, en fait, tout ce qui est archéologique, c'est 30 ans. On dépasse rarement 30 ans, 40 ans maximum. Donc, historique, je dis pas qu'il n'y en a pas eu qui ont vécu plus longtemps, mais d'un point de vue d'espèce, le système de réparation n'était pas nécessaire passé 30 ans. Donc, oui, parce qu'on n'était pas fait pour vieillir. On n'était pas fait pour vieillir. Jusqu'à récemment. On était fait pour se protéger. Voilà. Et se réparer dans un âge où on était vulnérable, voilà. En fait. Numéro 1. Numéro 2, tout ce qui est longévité s'exprime avec l'âge. À 15 ans, si on a des critères de longévité, ça ne fait pas de différence. Alors que d'un point de vue d'espèce, la période de reproduction, c'est jusqu'à 20, 25 ans. Après ça, les plus jeunes sont plus forts. Hein. Donc, du coup, on perd notre capacité. On fait pas... Si l'accouplement ou la reproduction était optimale à 60, 70 ans, on aurait passé tous les gènes de longévité, on vivrait longtemps parce que la longévité aurait été un facteur sélectionné à travers la reproduction. C'est pas le cas. Donc, c'est un caractère qui ne fait pas partie de l'évolution naturelle de la sélection naturelle. Donc, on a vécu comme ça pendant des dizaines de milliers d'années mais au cours des derniers 150 ans, on a gagné comme ça 50 ans espérance de vie. Donc ça, je pense que c'est une première explication générale de pourquoi, après cette espérance de vie de 30 ans historiquement, eh ben, le corps a moins de capacité à se réparer. Pareillement, on perd le thymus, on perd un peu tout parce que c'était pas nécessaire que ça se maintienne après ça. Donc je pense qu'il y a là une grande explication. Une autre explication est aussi de se dire, la division cellulaire est toujours associée à un risque de mutation
donc un risque de développement de cancer. Donc, il y a un moment donné où le corps a aussi développé ceux qui avaient probablement, hypothétique, hein, un être vivant qui a une capacité comme ça de régénération beaucoup plus forte, a aussi un risque de développer des cancers beaucoup plus fort. Alors peut-être que ça a été éliminé, on a atteint une balance, si je peux dire, un équilibre dans tout ça, qui fait en sorte qu'on garde assez de capacités régénératives. Avec le temps, on essaie aussi de diminuer le risque de développement de cancer. Donc il peut y avoir aussi un équilibre entre ces deux phénomènes-là. Oui, on ralentit le métabolisme. On ralentit le métabolisme et la division cellulaire parce qu'à partir d'un certain moment, la mutation d'une mutation, on augmente le risque avec le temps de mutation. Donc, ça pourrait être un équilibre entre ces deux phénomènes. Et un deuxième aspect, c'est l'aspect de communication, de signalisation, pour que les cellules souches soient libérées et puis qu'elles puissent se diriger vers le tissu cible. Il y a, dans un cas d'inflammation systémique chronique, il y a une perturbation de la communication. Est-ce que tu peux nous expliquer OK. Revenons un petit peu en arrière. On parlait de production. Donc, ce qu'on peut faire pour la production des cellules souches, c'est de ce qui est connu. Chambre hyperbare, hormones de croissance. Et l'autre élément qui est disponible pour n'importe qui est fascinant, c'est le jeûne. Donc, si on jeûne pour plus de 3 jours, on augmente non seulement le nombre de cellules souches en circulation, mais après le jeûne, si on prend une cellule souche de la moelle osseuse avant le jeûne et après un jeûne de plus de 3 jours, et qu'on teste leur capacité à se migrer, à migrer dans une chambre à migration, à se proliférer, à se différencier, elles ont retrouvé après le jeûne des capacités d'une cellule plus jeune. Donc, il y a quand même un rajeunissement des cellules souches après un jeûne, ce qui est fascinant parce que on se dirait, si on avait un moyen de rajeunir les cellules souches de la moelle osseuse et de les reconvertir en moelle rouge, on aurait un outil de longévité absolument fascinant. Le jeûne n'augmente pas, que je sache, la quantité de moelle rouge, mais par contre rajeunit les cellules souches. Donc c'est en soi, pas le seul, mais en soi probablement un des éléments les plus importants pourquoi le jeûne a toujours été connu comme étant un outil comme ça de rajeunissement et de santé. Donc c'est un outil pour soutenir la moelle rouge. OK? Pour moi, c'est antinomique parce que pour moi, les cellules souches étaient jeunes. C'est comme des cellules jeunes. Et tu nous dis qu'on peut les rajeunir parce qu'elles ont une meilleure capacité de différenciation. Comment on mesure le fait de se multiplier comme ça, sans arrêt, OK? Il y a comme n'importe quelle cellule, même si elles ont de la télomérase, donc elles atteignent un état de sénescence, mais c'est hyper lent. Et c'est la sénescence qui fait en sorte que ça se transforme comme ça en moelle jaune. Donc, il y a un phénomène de sénescence au niveau de la moelle osseuse. Mais elles ont de la télomérase, donc c'est beaucoup plus lent. Mais tous ces processus de division font en sorte que la cellule accumule dans son cytoplasme des débris cellulaires, une protéine mal formée, des organelles qui fonctionnent plus, tout ça. Et tout ça est ségrégué comme des déchets dans la cellule. Le jeûne active l'autophagie, qui fait en sorte que, en n'ayant pas de nutriments, donc elle se retourne vers tous ces protéines mal formées et elle se met à utiliser ça comme nutriments. Donc elle se nettoie. Et donc tout ce nettoyage fait en sorte que la cellule est plus efficace et se comporte comme une cellule plus jeune. Parce que si on prend une cellule, OK, et donc ces études ont été faites, on prend une souris par exemple, je sais pas moi, 8 mois. C'est une souris, disons, qui a 50 ans pour l'homme. Et qu'on fait une blessure. Et qu'on injecte des cellules souches d'une souris de 1 semaine, ou nouveau-né. Et on prend dans un autre groupe, même blessure, et on prend des souris, des cellules souches d'une souris de 18 mois. Ben, les jeunes cellules souches sont beaucoup plus efficaces pour faire la réparation. Donc, il y a vraiment un déclin dans la capacité des cellules souches à faire le rôle réparateur au fil du temps. Donc, on en a moins, et elles sont moins efficaces. Le jeûne peut les rajeunir, et on a des outils pour pouvoir faire en sorte qu'elles se libèrent davantage. Donc, quand on coupe ces deux outils, on booste la capacité du corps à se réparer. Et donc, l'autre étape, c'est de les libérer. Et donc, ça, il y a des outils. Donc, c'est un peu mon domaine de recherche. Donc, des plantes qui peuvent libérer les cellules souches de la moelle osseuse. Il y a des drogues qui peuvent aussi, des composés médicaux qui peuvent le faire aussi. L'exercice intense peut le faire, mais il n'y a pas, la méditation peut le faire, mais il n'y a pas beaucoup d'éléments, mis à part des extraits de plantes qui ont été démontrés pour augmenter comme ça la libération des cellules souches de la moelle osseuse. Et comment ça fonctionne? OK. Dans la moelle osseuse, la cellule
a un récepteur qui s'appelle le CXCR4, qui est spécifique à une molécule qui s'appelle le facteur stromal. Aussitôt que j'ai cette connexion, la cellule exprime des molécules d'adhésion et se maintient dans l'environnement dans lequel elle est. Dans la moelle osseuse, c'est l'environnement des capillaires de la moelle osseuse. Dans les tissus où il y a une blessure, ben c'est le capillaire du tissu qui est endommagé. Donc, la libération du facteur stromal est constitutif dans la moelle osseuse, donc c'est constamment libéré, alors que c'est libéré dans les tissus simplement quand il y a une blessure. Mais c'est le même phénomène. Donc, un phénomène est pour conserver les cellules souches dans la moelle osseuse, l'autre phénomène, c'est pour les attirer vers une blessure. Si j'interfère dans cette connexion, donc on appelle ça l'axe SDF1-CXCR4. Si j'interfère dans cet axe, je réduis la capacité des cellules souches à adhérer comme ça à l'environnement. Donc, le phénomène naturel, c'est la libération de composés comme le facteur de croissance des granulocytes, qui est libéré par des macrophages à l'endroit de la blessure. Ça s'en va au niveau de la moelle osseuse. Ça déclenche la fabrication par les neutrophiles de certaines enzymes qui vont digérer le facteur stromal. Lorsque le facteur stromal disparaît, j'ai plus la connexion, donc j'ai plus de molécules d'adhésion, donc j'ai une libération massive de cellules souches qui vont aller réparer. Ces cellules souches, lorsqu'elles passent dans les capillaires et qu'il y a des SDF1 au niveau des capillaires, c'est là que le processus se réenclenche et là, émigre dans le tissu en question. Si j'ai, par exemple, une drogue qui a été développée qui s'appelle le AMD 3100, elle a changé de nom sur le marché, mais c'est un bloqueur du récepteur. Si je bloque le récepteur, eh ben, le SDF1 peut pas s'agripper et donc, je libère les cellules souches de la moelle osseuse. L'algue bleue du lac Klamath a un bloqueur de la L-sélectine qui est une molécule qui active l'expression du récepteur. Donc, si je bloque l'expression du récepteur, donc j'ai une densité plus faible du récepteur, et donc la cellule a moins de capacité à s'agripper, donc elle est libérée. Il y a d'autres composés comme le notoginsant, par exemple, et la baie d'argousier semble fonctionner un peu de la même façon, où c'est un peu comme des plantes qui font, on dit fast mimicking. Qui imite le jeûne. Donc, imaginez maintenant des plantes qui imitent la blessure, qui fait en sorte que le corps se met à libérer comme ça du GCSF, sans blessure. Ça crée le GCSF. Donc, le corps se met à réagir comme s'il y avait une blessure et on libère des cellules souches. Il y a d'autres plantes qui vont changer le gradient. SDF1 est élevé dans la moelle osseuse, très bas dans le sang. La cellule va toujours aller vers le gradient de SDF1. Le Panax notoginsant va diminuer le SDF1 dans la moelle osseuse et l'augmente dans le sang. Et donc, la cellule se met à migrer vers le sang. Donc, il y a différents mécanismes d'action qui vont tous interférer sur cet axe. Donc, c'est comme ça que les cellules souches sont libérées. Le fait de faire du sport et de créer du dégât musculaire et tissulaire, ça, c'est une information qui paraît puissante. Oui, c'est une blessure. C'est une blessure qui déclenche le système de réparation. Donc, pendant plusieurs années, je parlais de ça. Je disais, ouais, c'est une façon de libérer des cellules souches. Mais avec le temps, vraiment, je regarde ça et je me dis, oui, on libère des cellules souches, mais les sportifs, est-ce qu'ils sont, quand ils ont arrêté ils ont libéré ça pendant des années. Quand ils arrêtent leur activité, est-ce que les sportifs sont plus en santé que des non-sportifs? Pas nécessairement. Souvent, ils ont même plus de problèmes articulaires ou musculaires. Donc, en fait, je pense que le problème, c'est qu'on libère des cellules souches qui sont libérées, en fait, pour aller réparer les tissus. Et sont pas nécessairement disponibles, il n'y en a pas assez pour aller faire le reste de la réparation. Donc oui, il y a un élément de santé qui est associé à ça. Mais de se dire, je vais pousser à fond à chaque jour pour pouvoir maintenir ma santé globale, je sais pas si c'est une stratégie. C'est l'excès, là. C'est l'excès. C'est la modalité d'entraînement qui va faire l'effet. Mais tu dis quand même que pour augmenter la santé du système musculaire, le fait de faire du sport entretient en fait la régénération musculaire. Ouais, c'est on prend l'exemple du compte en banque. J'ai une activité où je perds plus d'argent et en même temps, ça m'amène plus de revenus. J'utilise le revenu pour mes dépenses excédentaires. Ça veut pas dire que j'ai plus d'argent pour la santé en général. Donc, je suis pas certain que d'un point de vue de cellules souches, que vraiment ça joue au fil du temps au niveau de la réparation. Mais c'est une façon de libérer les cellules souches. Et elles vont être utilisées. Et de créer une surcompensation derrière,
c'est le système de gain de masse musculaire ou de progression. Voilà, les cellules souches vont jouer un rôle aussi d'hypertrophie musculaire, parce qu'il y a dans le muscle aussi, dont le cœur avait ses cellules souches, tous les tissus ont leurs cellules souches, les muscles et le foie sont les deux organes, avant toutes ces nouvelles découvertes sur les cellules souches, c'était les deux tissus pour lesquels on connaissait déjà qu'il y avait des cellules progénitrices dans le tissu. Donc, les cellules ovales au niveau du foie et les cellules satellites au niveau des muscles. Ben, ce sont les cellules souches des muscles et du foie. Donc, au niveau des cellules souches, pourquoi les cellules des muscles ont plusieurs noyaux? Parce que les cellules musculaires ont plusieurs noyaux, alors qu'une cellule en temps normal a un noyau. C'est parce que la croissance des fibres musculaires se fait à travers la fusion de cellules satellites avec la cellule musculaire. Et donc, la cellule prend de l'expansion, prend de la force, prend de la dimension à travers cette fusion. Et donc, les cellules souches du muscle sont consommées dans le processus, et donc les cellules de la circulation vont aller replenish. Remodeler. Ravitailler le tissu en nouvelles cellules souches. Donc, il y a un maintien. Donc, libérer des cellules souches va réparer, mais va aussi jouer un rôle en termes d'hypertrophie. C'est assez courant de voir des sportifs commencer à libérer comme ça leurs propres cellules souches avec des plantes qui libèrent les cellules souches, et ils reviennent comme ça 2-3 mois après, et ils ont des performances athlétiques meilleures. À cause d'une meilleure musculature, de plein d'éléments. Et tu vois, on vit dans une société qui nous pousse à pas assez bouger, à trop manger, pas assez dormir et être stressé, ce qui crée une inflammation de bas grade, une inflammation systémique. Et toi, tu viens interférer sur l'axe du système de régénération, de réparation. Mais finalement, cette inflammation chronique systémique interfère aussi à sa manière sur cette signalisation. Est-ce que tu intervient avant sur un bilan de santé, par exemple, de tes patients? Moi, je suis pas clinicien. Okay. Donc, j'ai fait de la recherche, j'ai développé un produit comme ça qui soutient la libération des cellules souches. Mais là, on en arrive à ta question que tu avais juste avant, donc l'inflammation. L'inflammation est un signal justement pour les cellules souches, pour la microcirculation, mais pour attirer les cellules souches. En 2003, quelque chose comme ça, on avait accès, à Klamath Falls, on avait accès à l'hôpital à une centaine de patients avec de l'Alzheimer. Et donc, on était au tout début des recherches, et donc j'avais l'idée, je me disais, il doit y avoir un lien entre le degré d'évolution de la pathologie et le nombre de cellules souches en circulation. Ceux qui ont développé plus de pathologies devraient avoir moins de cellules souches en circulation. On sait aujourd'hui que ça, c'est vrai pour quasiment toutes les pathologies. Mais sur l'Alzheimer, ce que nous, on a vu, d'autres groupes l'ont vu aussi, ils l'ont publié, c'est qu'on voit les deux. On voit, en fait, c'est plus compliqué. On voit certaines personnes avec un Alzheimer avancé qui ont plus de cellules souches que la normale. Mais si on regarde ces cellules souches, elles ont un phénotype différent. Le fameux récepteur qui leur permet d'identifier les tissus affectés est plus sur la membrane. Et ces individus ont tous, et là le lien, c'est l'inflammation systémique. Ils ont tous une inflammation systémique super élevée. Ce qui nous amenait à saisir qu'en fait, le message d'inflammation, qui devrait être un message local, qui déclenche toute la machinerie de migration de la cellule, lorsque ça s'est activé en dehors du capillaire, la cellule ne peut pas migrer dans une artère, dans un artériole. Il y a tel endroit qui s'appelle la vénule post-capillaire. C'est le seul endroit de toute la circulation où toute cette machinerie de migration existe. Lorsque la cellule arrive à cet endroit, si elle n'est plus le récepteur, parce que il y a eu la connexion, molécule d'adhésion, mais la pauvre cellule est dans un flux sanguin, toute cette réaction est perdue, c'est fait pour rien. Elle arrive au capillaire, elle a perdu cette capacité à migrer. Donc, l'inflammation systémique fait deux choses. Et elle active la cellule en dehors de l'endroit où elle devrait être activée. Donc, quand elle arrive à l'endroit, elle a perdu sa capacité à migrer. Et comme elle est attirée par cet endroit-là, si l'inflammation est partout, donc elle est attirée où? Donc souvent, un petit peu l'analogie un peu simpliste, c'est de se dire, il y a un feu dans une maison, il y a la fumée partout, mais il est où le feu? Je suis perdu dans la fumée. Donc on diminue l'inflammation systémique, on diminue la fumée, et on peut voir d'où le feu vient. Parce qu'il y a plusieurs praticiens au niveau du domaine d'injection de cellules souches qui disent arrêtez tout produit anti-inflammatoire avant une injection de cellules souches pour que les cellules souches puissent bien voir où aller. Et je pense que c'est faux, en fait.
à un endroit où il y a une blessure, ne va jamais arrêter de faire de libérer des composés inflammatoires. Ça va continuer. Mais si on diminue tout le bruit environnant, la cellule souche peut beaucoup mieux visualiser et savoir où elle doit migrer. Et donc, c'est tout le rôle de l'inflammation systémique dans le brouillage du système de radar, si je puis dire, des cellules souches pour savoir où aller. Et à la fin du processus du système de réparation, il y a aussi cette circulation, cette migration. Ouais. Et donc, du coup, tu as une intervention aussi sur la vasodilatation pour permettre une meilleure vascularisation. Sur la vasodilatation, et on a aussi... donc, on a 2 autres produits qui sont pas encore en Europe, mais qui touchent exactement ces éléments-là. Donc, on a un produit qui est la base de nattokinase, pour augmenter la fluidité du sang. Donc, on augmente l'entraînement des cellules vers les fins capillaires. Mobilize. Mobilize, c'est ça. Donc, on a aussi des précurseurs d'oxyde nitrique. Voilà, donc il faut la dilation des artérioles, donc qui augmente encore plus de flot sanguin au niveau des capillaires. On a des bioflavonoïdes qui aident à la construction d'un environnement des capillaires qui est efficace, parce qu'un capillaire, c'est pas un vaisseau sanguin, hein, d'un point de vue réel, c'est un tunnel dans le tissu conjonctif tapissé par des cellules endothéliales. Donc, la force et la santé d'un capillaire est dictée par la santé de son environnement. Donc, tout ce qu'il faut pour faire du bon collagène, du bon tissu conjonctif, tout ça, tous ces bioflavonoïdes, donc on a ça. Et la couche de glycocalyx qui est à l'intérieur des capillaires, qui permettent aux cellules de bien circuler. Donc, c'est fait à base de polysaccharides. Donc, on a des polysaccharides qui boostent la production du glycocalyx. Donc, c'est le Mobilize. Donc, on touche 4 aspects fondamentaux de la microcirculation. Et on a un autre produit qui s'appelle Signal, qui est pour augmenter l'efficacité de la signalisation. Donc, c'est de diminuer toute l'inflammation systémique à travers différents extraits de plantes qui vont diminuer l'activité de COX-2, LOX5, enfin, en anglais, on les dit comme ça. Des enzymes comme ça qui produisent toutes ces cytokines inflammatoires. Qu'est-ce qu'il y a comme plante? Comme plante, il y a Aritaki, Terminala tubula. Il y a la phycocyanine qui vient des algues bleues, qui bloque la COX-2. Il y a, on a des extraits d'un type d'orange qui est pas mûr, qui est très efficace pour diminuer aussi 5-LOX, tout ce qui est une lignée d'inflammation. Il y a 5 ou 6 ingrédients, c'est tout démontré. Andrographis, qui est une plante puissamment anti-inflammatoire. Et de la curcumine, par exemple? Curcumine est dans le produit. Voilà, c'est ça. Okay. Donc, c'est pour toucher tous les principaux pathways, voies, comme ça, inflammatoires. Et cette intervention circulatoire, elle a des paramètres qui sont en commun avec du dopage, par exemple, où on vient pousser, en fait, le système circulatoire à être plus efficient. Où est-ce que ça se limite? Quels sont les risques de venir intervenir sur le système cardiovasculaire? Redis-moi la question d'une autre façon, j'ai pas compris la question. C'est finalement on vient intervenir. En termes de dopage, tu veux dire quoi par dopage? Bah finalement il y a des produits dopants qui vont aider une meilleure oxygénation. Pour les athlètes, ouais. Comme ça, ok. Et donc quels sont les bénéfices risques finalement de je comprends l'intérêt d'avoir une meilleure vasodilatation, mais quel est l'effet global sur la santé de la personne? OK. Quand on parle de dopage, et c'est pas mon expertise, OK, mais quand on parle de dopage, on parle plus de composés comme EPO, par exemple, qui vont emmener une plus grande concentration de cellules rouges, donc de globules rouges, qui vont donc augmenter une plus grande oxygénation. Donc, ça va emmener plus d'oxygène au niveau des tissus. Je crois pas que des composés dilatants soient considérés dopage. Okay. Je sais pas. Je crois pas que peut-être que le terme est trop poussé. Mais moi, c'est quelque chose que je trouve absolument fondamental et dont on commence à en parler, mais c'est pas assez compris. Vous allez faire une prise de sang, par exemple, en anti-âge, où on regarde, je sais pas, 500 paramètres pour tous les éléments reliés, si je peux dire, à la longévité. Mais si ce sang ne va pas au niveau des capillaires, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, la microcirculation est absolument essentielle pour s'assurer que tout ce qu'on a dans le sang peut vraiment aller au niveau de toucher toutes les cellules du corps, parce que chaque cellule n'est pas plus loin d'à peu près 3 cellules du prochain capillaire. Donc, ce vaisseau de capillaire, c'est phénoménal dans le corps. Mais s'il n'est pas bien ouvert, les cellules peuvent avoir des pénuries comme ça, elles peuvent jeûner. Et comment on l'évalue?
Comment on évalue la capacité de vasodilatation de notre système? La seule façon que je connaisse pour pouvoir évaluer ça, et on peut le faire que sur la peau, parce que c'est difficile d'aller au niveau du corps, c'est d'utiliser des sondes à oxygène. Donc, à partir du moment donné où on augmente la circulation des capillaires, eh ben, il va y avoir plus d'oxygène qui va se libérer de la peau. Et on peut mesurer ça. Okay. Donc, on a fait un produit comme ça qui augmente la circulation capillaire. Et donc, on a un individu qui est couché, comme ça, avec la sonde. Sans mouvement, le taux d'oxygène diminue. Après 1 heure. Et là, on leur donne le produit qui va augmenter comme ça la dilation des capillaires, natokinase, c'est ce que je viens de décrire. Et là, on voit l'oxygène qui se met à augmenter. Donc, on a augmenté le flot du sanguin au niveau des capillaires. C'est la façon que je connaisse de le mesurer. Il y a des nouvelles méthodes où on peut mesurer au niveau des capillaires sous la langue, mais il n'y a pas beaucoup de moyens pour le faire. Et sur les zones qui sont très peu vascularisées, par exemple sur un cartilage ou un ménisque, un disque qui fonctionne pas tout à fait de la même manière, où là c'est plutôt des forces de compression qui vont entraîner un apport de nutriments pour le tissu, migration, Et j'ai pas l'expérience clinique de l'avoir fait, mais comme hypothèse, moi je l'étudierais, c'est sûr, parce que on libère les cellules souches. Essayons d'augmenter au maximum la microcirculation, et j'ajouterais quelque chose de local. Prenez de pulse electromagnetic frequency, des fréquences magnétiques pulsées, on dit en français, lumière rouge, tout ce qui est biomodulation, qui vont augmenter localement la microcirculation, et ça touche maintenant même ces fréquences magnétiques pulsées ont été bien démontrées pour augmenter la capacité des cellules souches à migrer, à se proliférer et à se différencier en cellules de ligaments, de tissus et même os. Et donc, on libère les cellules souches, on augmente la microcirculation, on applique localement ces éléments, c'est eux qui magnifient tout le processus. Ce serait génial de faire ça. Et où de faire une injection locale de cellules souches. De faire une injection locale dans le joint, absolument, dans la jointure. C'est peut-être l'occasion de parler des injections PRP. Parce que je pense que les gens connaissent très bien les injections de PRP. C'est de la cellule souche ou pas? Oui, c'est de la cellule souche. Beaucoup, la plupart, à moins que ceux qui ont investigué la chose le savent, mais c'est très commun pour moi de rencontrer des gens qui font de PRP et qui me disent, mais attention, c'est pas des cellules souches, hein, on fait pas des cellules souches, alors que le PRP c'est des cellules souches. C'est un type de cellule souche bien particulier qui a reçu plusieurs noms au fil du développement de cette science. Donc les premiers noms qui ont été attribués, c'était, si je me souviens bien, blastomere-like stem cells, donc une cellule souche qui ressemble au blastomère, donc le blastomère qui est la cellule souche embryonnaire. D'autres équipes l'ont appelé multipotent adult stem cells, mais le nom qui est demeuré le plus commun, c'est V-cells, very small embryonic-like stem cells. Ce sont des cellules souches qui sont très petites et qui se comportent comme des cellules souches embryonnaires. Comme elles sont pas embryonnaires, c'est-à-dire qu'elles peuvent pas refaire un être vivant entier, mais elles peuvent faire des cellules, même des cellules de sperme et des ovules. Et donc, c'est un peu la définition de la cellule pluripotente idéale. Elle peut tout faire, y compris des cellules germes. Y compris du cartilage. Y compris du cartilage. Donc, cette cellule peut faire ça. Donc, quand on prend un échantillon sanguin, qu'on passe à la centrifuge et qu'on accumule donc cette fraction plaquettaire, le PRP, on précise. C'est ça, le PRP, et qu'on accumule cette fraction plaquettaire, les plaquettes sanguines n'ont pas d'ADN. Alors, prenez cette fraction de cellules et faites un staining, comment on dit ça, un marquage. Okay. Comment un marquage à l'ADN. Et un marquage aussi à des protéines spécifiques, des marqueurs spécifiques pour cellules souches. Et vous allez voir que vous avez une population de cellules qui contient de l'ADN et qui marque pour les cellules souches. Ce sont ces V-cells. Qui sont en circulation et qu'on a alors, puisque c'est injection, prélèvement de sang, sans circulation, et on récupère juste
ce nectar tout à fait. de cellules souches. Tout à fait. Elles peuvent être libérées, elles sont aussi dans la moelle osseuse, elles sont dans les muscles. Une blessure d'un muscle fait qu'elles se libèrent, elles augmentent dans le sang, et on peut les libérer aussi de la moelle osseuse, parce que les plantes que j'ai étudiées qui agissent comme mobilisateurs des cellules souches de la moelle osseuse libèrent aussi ces V-cells. Donc, on quantifie plus de V-cells, elles peuvent être dans un état dormant ou activé, et donc ces plantes aussi en activent à peu près 30%. Donc, on agit aussi sur ces cellules souches. Et si on devait, entre de la prise du produit que t'as développé, Release ou Sport, je crois que c'est les deux, entre ça et une injection, par exemple, de PRP, quelle va être la différence et quelle est la quantité de cellules souches qui va, si on peut comparer les deux, pour que les gens se rendent compte, l'ordre de grandeur de cellules souches, c'est que c'est une dizaine de millions de cellules souches par prise, par voie orale. Qui est à peu près le nombre de cellules souches qu'il y aurait dans un échantillon de PRP, mais ça dépend de... Ça dépend 10 millions, la PRP. Ouais, ça dépend beaucoup de la façon avec laquelle le PRP est pratiqué. Mais la différence n'est pas tellement là. Je pense que la différence, c'est plus que le PRP est utilisé dans des endroits souvent où il n'y a pas tellement d'accès. Peu vascularisé. Voilà, c'est peu vascularisé comme les articulations. Donc, de libérer vos propres cellules souches, on a vu des résultats. Il y a des cas où on a vu des résultats. Mais l'injection dans la capsule de l'articulation est beaucoup plus efficace pour tout ce qui est cartilage et tout ça. Et l'autre bienfait, si je peux dire, c'est que l'injection, c'est un événement. On y va, on injecte. Donc, la condition du terrain le jour de cette injection-là va dicter en grande partie quels seront les bienfaits. Ponctuel. Voilà, c'est momenté. Voilà. Alors que la fluctuation du corps en termes de, je sais pas moi, d'inflammation systémique, il y a plein d'éléments. Quand c'est fait au jour le jour, au fil du temps, la guérison est cumulative et ça touche plein d'autres effets. Vous avez injecté au niveau de la capsule de l'articulation. Il n'y a rien qui a été fait sur votre cœur qui peut-être aurait besoin de réparation, ou le foie peut-être qui a besoin de réparation. Toute la rénovation normale du corps, la maintenance du corps, ça a touché à rien, ou ça a touché à travers une fois où il y a eu une augmentation de cellules souches. Alors que quand on fait ça tous les jours, non pas sur la jointure, sur l'articulation, mais quand on fait ça tous les jours, il y a un aspect cumulatif qui peut être fascinant. Est-ce qu'on peut parler des injections de cellules souches dans la circulation sanguine? Bien sûr. Je pense qu'en Europe, ça se pratique pas beaucoup. En tout cas, je pense pas en avoir écouté souvent. En France, ça se fait pas. Ouais. Finalement, là, on a parlé du PRP, qui est une action locale sur une articulation pour un problème bien précis. Mais on peut aussi intervenir avec des injections de cellules souches dans la circulation sanguine. Comment ça se passe? Quel est le mode opératoire? Quelle est la fréquence? Où est-ce qu'on prend ces cellules souches? OK. Alors, si on revient 30 secondes au niveau du PRP, le PRP aussi est utilisé souvent dans le visage, en termes de traitement bon pour la peau, anti-rides, etc. Et là, la peau est très vascularisée, donc on a un accès aussi donc les cellules souches peuvent aller au niveau de la peau. L'intérêt, c'est que ces fractions plaquettaires ont aussi des exosomes, des molécules de croissance. Facteurs de signalisation. Voilà, facteurs de croissance. Voilà, tout ça. C'est ça, donc, les exosomes? Exosomes, c'est le langage des cellules souches. Voilà, ce sont des petites capsules qui contiennent des facteurs que les cellules s'envoient à gauche, à droite pour coordonner le processus, si je peux dire, de réparation. Et donc, il y a tout ça dans ce facteur plaquettaire. Donc, on injecte ça dans la peau. Il y a les V-cells, il y a tout ce boostage, si je peux dire, de la propriété endogène de la peau à se réparer. Tout ça est stimulé comme ça d'un coup. Si on va au niveau de l'injection des cellules souches au niveau systémique, il y a ce à quoi on a accès aujourd'hui, c'est cellules de la moelle osseuse, de moins en moins faites, juste à cause de l'inconvénient d'aller faire une ponction comme ça au niveau de l'iliac crest, là au niveau de la voilà. Et donc c'est l'adril, c'est de moins en moins fait. Okay. Mais quelque part, hyper efficace. Mais en termes de revenus, en termes de risques et en termes comment on dit, en termes... C'est ponctuel, là, parce que ces cellules qu'on injecte, elles viennent dans le système, mais c'est pas comme si j'avais, c'est quoi, c'est 100 millions? C'est ça l'ordre à peu près 100 millions, à peu près 100 millions. Pour que les gens se rendent compte entre prise par voie orale, ça relargue 10 millions et une injection 100 millions.
Mais là, je me fais une injection. Et combien de temps ces cellules souches vont circuler dans mon organisme? Et pourquoi le faire? Dans quel cas? OK. Oui. OK. Donc, prenons ça tous ensemble. Donc, premièrement, quel type? Parce qu'on a ombilical, cellules souches des tissus adipeux, on a cellules souches de moelle osseuse et on a V-cells. Donc, ce sont un peu les trois types de cellules qui sont utilisées comme ça. Okay. Donc, quand on prend V-cells, il y a des lasers qui peuvent être utilisés pour activer ces fameuses V-cells. Donc, on prend un échantillon sanguin, on le passe à ces lasers et on le réinjecte. C'est un traitement qui a une croissance énorme aux États-Unis à cause de la simplicité et du fait que comme on modifie pas le sang d'un point de vue clinique, si je puis dire, on le passe à de la lumière. Donc, d'un point de vue pharmaceutique, on fait rien en fait. Donc, du coup, le FDA est tout à fait correct avec ça. Donc, ça rend la pratique assez facile. Donc, c'est une des raisons pour laquelle il y a une bonne croissance. Il s'est développé une bonne donc, on parlait des cellules souches de la moelle osseuse, c'est de plus en plus compliqué d'aller les chercher. Donc, on se rabat de plus en plus sur les cellules souches du cordon ombilical parce que c'est facile d'aller acheter une petite éprouvette de cellules et puis c'est livré chez le médecin, il le prend au frigo, prend les cellules, on les injecte. C'est facile. Mais c'est pas les nôtres. C'est pas les vôtres, non, ombilical. C'est pas les vôtres. Oui, non, mais d'accord, mais qu'on soit... Si t'as fait congeler ton cordon ombilical. Qu'on soit bien clair. Ah oui, mais si on a fait congeler... Si on a le placenta dans le bienvenue au monde des législations qui ont aucun sens. Mais si dans le monde accepté de l'utilisation des cellules souches du cordon ombilical, ça veut dire à la naissance, mon enfant, je garde ces cellules-là, elles peuvent être utilisées que pour cet enfant-là, pour des traitements approuvés qui sont en fait la leucémie, pas tellement d'autres choses. Donc c'est pas régénératif. Dès qu'il faut passer à travers les réseaux alternatifs de médecine anti-âge, de régénération, pour avoir accès à ces petits vials, ces petits éprouvettes, échantillons, voilà, de cellules souches embryonnaires qui viennent d'une autre personne. C'est un bébé qui vient d'être né. On a récolté le cordon ombilical, le placenta, on extrait les cellules souches et puis on vous les envoie. Donc, c'est testé pour plein de problèmes potentiels, mais on teste que pour les problèmes qu'on connaît. On peut pas tester pour les problèmes qu'on connaît pas. Et une étude qui a été publiée il y a une année a démontré qu'effectivement, si on injecte, donc ça a été fait chez la souris, si on injecte un gène qui code pour l'Alzheimer humaine chez une souris et que je prends des cellules souches de cette souris et que je les injecte dans une autre souris, cette souris a développé l'Alzheimer. Donc, on peut passer comme ça des problèmes génétiques. Ceci dit, ça prend des années pour développer le problème. Donc, si je prends des cellules souches pour régler un problème, même si dans 40 ans, j'ai 80, j'ai 70, si dans 40 ans je développe un Alzheimer, je me suis quand même donné 40 ans de bonne vie. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il y a certains risques, et ils sont pas gros les risques, mais ils existent. Donc, il y a l'injection de cellules souches du cordon ombilical et cellules souches des tissus adipeux. Donc, c'est un petit peu les différents types de cellules souches qu'on peut libérer. Et ta question était? Et tu m'as transporté là. Ah oui. Ouais, c'est vrai que c'était bien, mais et embryonnaire, on peut plus. On peut pas parce que ça peut créer un tératome. Oui, c'est ça. Embryonnaire, voilà, c'est ça. Et quelles sont les preuves sur les trois modes d'injection? C'est fascinant. C'est une question fascinante parce que les cellules souches, c'est un peu un domaine qui pour démontrer vraiment comment elles fonctionnent. Si on utilise la méthode traditionnelle d'investigation, ça nous donne pas vraiment des bons résultats. Parce que pour vraiment maximiser le résultat d'une injection de cellules souches, il faut que j'augmente une bonne circulation sanguine. Il faut diminuer l'inflammation systémique. Il faut donc il y a plein d'éléments qui s'entourent. On demande des fois aux gens de jeûner la semaine avant l'injection. Il y a les cliniques ont développé des protocoles assez poussés. Alors, qu'est-ce qui a amené l'amélioration? Est-ce que c'est la diminution d'inflammation systémique? Est-ce que c'est le jeûne? Est-ce que c'est quoi qui a amené Donc, je peux pas répondre. Donc, dans une étude, on élimine tout et on regarde que l'injection. Quand on fait que l'injection, résultat en étude double aveugle, etc., c'est pas... donc, tous les académiques vont vous dire, les cellules souches, ça fonctionne pas. Alors que je peux vous dire que dans les cliniques, les résultats sont impressionnants. Mais c'est devenu un protocole, c'est une soupe d'éléments qui sont rajoutés parce que dans la clinique, je me fous de démontrer quel est l'élément
qui donne les résultats. Je veux des résultats. Je veux que mon patient soit heureux. Je veux que mon patient me réfère d'autres patients. Donc, les buts sont différents. Et donc, c'est une pratique, en fait, qui résiste à la démonstration traditionnelle du fameux concept de double aveugle, placebo control et tout ça. On pourrait imaginer la même étude avec des cellules souches ou sans cellules souches, intervenir sur le lifestyle avec une complémentation. Tout à fait. Et finalement rajouter des cellules souches et mais, voir si... mais qui va payer ces études? Donc, donc ces études vont être payées par des fonds publics qui vont vouloir vraiment avoir le désir d'approfondir cette science, je dirais, pure, quoi, de la compréhension du corps humain, pas le pharmaceutique. Le pharmaceutique, il perd à ça. Il perd parce que à travers tout ça, on va démontrer, en fait, qu'on n'a pas besoin du pharmaceutique. Le corps a ses propres capacités à se réparer. Le pharmaceutique n'a pas d'intérêt à ça. Donc, ça va prendre des décennies, enfin, je sais pas, ça va prendre un certain temps avant que vraiment cette science pure se développe et soit payée par l'État. États-Unis ou Europe. Hein. Je viens de retrouver ma question, c'était je me fais une injection de cellules souches. Combien de temps ces cellules souches restent dans l'organisme et qu'est-ce qui leur arrive? Donc, j'injecte comme ça des cellules souches, 100 millions par exemple, 200 millions. La première chose à savoir, c'est qu'on a à peu près 15% de survie. Donc, en fait, quand on injecte 100 millions de cellules souches, c'est 15 millions qu'on a de cellules souches effectives. Le reste meurt. Parmi ces cellules, elles vont résider dans le sang jusqu'à peu près 6 heures. Beaucoup d'entre elles vont retourner à la moelle osseuse. Donc, une injection de cellules souches ombilicales, techniquement, va recréer une souche de cellules jeunes. Et donc, si à 60 ans, on a une injection, là, on commence à entretenir dans sa moelle osseuse une nouvelle population de cellules plus jeunes. C'est l'intérêt, à mon avis, d'une injection de cellules souches ombilicales. De recycler, finalement. On se recycle, on se redonne un boost comme ça de jeunesse et on redémarre. Donc, ça, c'est l'intérêt. Donc, elles vont rester à peu près 6 heures et après, elles vont retourner à la moelle osseuse et l'impact de ça va se voir le plus souvent, il faut se donner 6 mois pour voir l'impact du développement. Et c'est pour ça que nous, dans nos recherches, donc on a une étude, par exemple, sur la cardiomyopathie avec notre mélange de plantes qui libère les cellules souches, injection de cellules souches des tissus adipeux et combinaison des deux. Et quand on combine les deux, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte des cellules souches, elles vont à la moelle osseuse, et après, à chaque jour, on redéclenche une libération de ces nouvelles cellules souches. Donc, on amplifie l'impact de ces cellules souches, parce que les cellules souches du tissu adipeux, il faut comprendre qu'elles sont pas tellement loin de cellules souches ombilicales, parce que les cellules souches du tissu adipeux sont des cellules souches dormantes. Elles restent là. Elles restent là pendant toute votre vie. Et elles se libèrent pas vraiment. Donc, ça veut dire qu'une cellule, à 50 ans, si je prends un échantillon, ces cellules souches ont pas 50 ans en termes de division cellulaire. Donc, ce sont des cellules souches beaucoup plus jeunes. Donc, elles sont comme plus près, si je peux dire, d'un type cellule souche ombilicale. Et dans ce que tu proposes en complémentation, est-ce que tu peux nous donner le temps de relargage de ces cellules souches avec tes compléments, nous donner aussi la fréquence d'intervention? Est-ce que tu nous proposes ça de prendre quotidiennement, en cure sur 4 mois, ou finalement tout le long de la vie? Donc, ce qu'on a, c'est un mélange de plantes qui va libérer, donc quantifié avec un cytomètre de flux, environ 10 millions. C'est une estimation hyper conservatrice. Ça pourrait facilement être le double de ça, mais disons 10 millions. C'est pas des cellules de cordon ombilical? Non, c'est des plantes, des extraits de plantes. Qui font relarguer. Comme l'échinacée qui stimule votre système immunitaire, ce sont des plantes qui stimulent le système de réparation et les mécanismes d'action. Le relargage. C'est le relargage des cellules souches. Donc, on quantifie avant, 2 heures après, et on voit qu'on a 10 millions de cellules souches de plus en circulation à 2 heures. Mais comme elles sont libérées et émigrent au niveau des tissus pendant cette période, la quantité que j'ai à 2 heures n'est pas la quantité que j'ai libérée. C'est juste la quantité que j'ai à 2 heures. J'ai pu en libérer 2 fois plus. Mais disons qu'on prend ça comme donnée. Voilà, le trafic à 2 heures, j'en ai 10 millions de plus à 2 heures. Bison futé. OK? Donc, elles vont un peu partout ou elles retournent à la moelle osseuse. Je refais ça le lendemain. Donc, après 1 mois, j'en ai libéré comme ça 300 millions. On fait ça pendant 3 mois, j'en ai libéré 1 milliard. Donc, on voit qu'au fil du temps, la capacité, quand on pense qu'une injection, c'est 100 millions avec 15% de survie, on voit tout de suite que libérer vos propres cellules souches, c'est pas quand même à négliger. L'impact peut être vraiment significatif au fil du temps. Donc, ça a été plus mon champ d'étude. Il n'y a pas de fatigabilité du système de production, justement? Parce que ça,
ça me fait surutiliser ce système de production. Comme l'athlète qui s'entraîne comme ça pendant 30 ans, mais il a fait ça pendant 30 ans. Il a libéré plus de cellules souches pendant 30 ans. Il n'y a pas de moelle osseuse endommagée, c'est pas un phénomène qui se voit. Mais par ailleurs, quand même, il y a la libération de cellules souches par le biais de la moelle osseuse diminue avec l'âge. Il y a quand même ce phénomène, tu vois. Pensez à un puits. OK, on vient au monde avec un nombre 100 puits, par exemple. OK? Ouais. Chacun des puits a une production d'eau. Si je prends 10 seaux d'eau, ça reste au même niveau. J'en prends 200, ça reste au même niveau. Avec l'âge, je perds des puits. Mais ce que j'ai restant produit de la même façon. Donc, c'est ce qui entraîne une diminution en circulation, mais pas une diminution dans la capacité. C'est que j'ai moins de moelle osseuse rouge qui se transforme en moelle osseuse jaune. J'ai moins de moelle rouge pour libérer des cellules souches. Donc, à la fin, le largage est moins important. J'en ai moins. Mais le processus est pas moins efficace. Du moins, jusqu'à aujourd'hui, Mais c'est une question intéressante qu'on s'est posée. C'est le fait de se complémenter, de stimuler ce système de réparation, de relargage. Est-ce que ça peut épuiser cette fonction du corps humain? Et est-ce que ça pourrait nuire au relargage naturel de notre propre corps? Tu comprends? C'est des questions qui sont extrêmement valides. Hein. Ouais. Mais tout ce que je peux dire, c'est que si je regarde tout ce qu'on a comme information aujourd'hui, il n'y a rien, mais absolument rien qui pointe dans cette direction. Okay. Je sais pas, moi, je prends mon père, par exemple, 90 ans. Il y a pas un style de vie qui est très bon. Il y a pas une alimentation qui est très bonne. Il est le 13e de 13. Donc, j'ai vu tous mes oncles, mes tantes partir dans des conditions pas très bonnes. Tente oxygène, bonbonne oxygène, chaise roulante, sénilité, tout ça. Mon père est pas dans une santé phénoménale, mais à 90 ans, il joue au golf. S'il y a une blessure, ça guérit. Pourquoi on s'embête alors? S'embêterait à quoi? À prendre tout ça. Si on peut quand même vivre jusqu'à 90 ans, tu vois. Non, mais ça fait 30 ans qu'il prend ces produits-là. C'est ça que je veux dire. Ça fait 30 ans qu'il prend ces produits-là. Donc, il serait l'exemple, il serait le spécimen, si je peux dire, pour moi, c'est une étude de 1. Donc, il n'y a pas de conclusion à tirer. Mais ce serait de se dire, s'il y a quelque chose de négatif, on le verrait. Et pourtant, si tout ce que je vous dis là est réel, eh ben, il devra avoir une santé meilleure que ses frères et sœurs. Et c'est ce qu'on voit. Et donc, si je regarde tout, les athlètes, on a des athlètes qui ont pris ça pendant des années. Et aujourd'hui, ils sont plus vieux aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils sont en pire état? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai un ami, 80, qui fait encore son jogging. J'ai une question, c'est, du coup, ta complémentation intervient sur le relargage. T'as aussi une complémentation qui va venir jouer sur la circulation sanguine. Mobilize. Et comment tu évalues la différenciation? Parce que finalement, que les cellules souches soient relarguées, qu'elles arrivent sur la situation, sur le tissu cible, comment tu viens évaluer la différenciation? Est-ce que c'est juste de la clinique? Pour le moment, c'est juste de la clinique. Faut comprendre que je suis pas un labo. J'ai pas, moi, 100 millions d'euros disponibles pour faire de la recherche. Donc, on est extrêmement ciblé sur ce qu'on fait. Donc, on n'a rien fait aujourd'hui en termes d'études pour la prolifération ou la différenciation, mais il y a des conclusions très, très simples à tirer. Si une cellule souche devient 1 million de cellules tissulaires, le processus d'amplification est phénoménal. Donc, c'est dépendant de l'activité mitochondrienne. C'est dépendant du biogène des mitochondries, la formation de nouvelles mitochondries. C'est dépendant, toutes ces cellules doivent se développer dans un environnement où le tissu conjonctif doit soutenir toute cette incorporation de nouvelles cellules. Donc, il faut du collagène, il faut tous les peptides de collagène, il faut tous les vitamines, minéraux, tout ce qu'il nous faut pour soutenir tout ce processus. Une chose dont on parle, mais absolument pas assez, c'est les bons acides gras pour pouvoir avoir des bonnes membranes cellulaires. Absolument. Il y a un produit qui est sorti par, je ne sais pas si vous avez ça ici, C15. Non. C'est pas bon. C15. L'histoire nous dit que depuis qu'on a inclus, peut-être aux États-Unis surtout, mais tous ces diètes à gras bas, le lait par exemple, je sais pas comment on dit en français, low fat, voilà, c'est ça, tout low fat. Eh ben ça l'a enlevé de notre alimentation tout cet apport encore gras. Et ça a entraîné une carence en C15 qui est absolument essentielle
dans la fluidité de certaines membranes. Je sais que c'est plus les oméga 3, Ouais. tu vois. Ah ben, on a parlé que de ça, mais une membrane n'est pas que des oméga 3. Qu'est-ce que le C15? Ben, c'est Première fois qu'on écoute carbone, une chaîne de 15. Okay. Donc, c'est saturé, très court, mais il faut de tout dans la membrane. La membrane n'est pas homogène. La membrane a des endroits très fluides, des endroits beaucoup plus rigides, où on a des canaux, par exemple. Donc, c'est pas, il faut qu'il y ait une bonne, il y a des endroits où la cellule doit se contorsionner. Voilà, se contorsionner. Donc, il y a toute une, et donc, et il y a même, plus que ça, il y a même toute une thérapie qui s'appelle aujourd'hui la thérapie de remplacement membranaire, où on prend un certain apport en corps gras spécifique pour entraîner comme ça la régénérescence des membranes cellulaires. Ça, tu vois, sur 1000%, on en a parlé beaucoup. Et je fais un DU de micronutrition avec professeur Castronovo. Et donc, il est vraiment sur la santé mitochondriale et aussi la santé de nos membranes. Et tu vois, je voulais rebondir tout à l'heure quand on parlait d'intervention sur la circulation et sur les au niveau vasculaire. Il parlait en fait de la fluidité membranaire qui permet en fait aux cellules souches ou même aux cellules sanguines de pouvoir se déformer dans des capillaires qui sont de plus en plus petits. Absolument. Et le capillaire de se déformer. Et le capillaire aussi de se déformer. Absolument. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, c'est multifactoriel d'une façon phénoménale. Mais en termes de prolifération au niveau des tissus, toutes ces fonctions cellulaires doivent être optimisées. Donc, bon apport en vitamines, bon apport en minéraux, bonne activité enzymatique, bonne membrane cellulaire, bonne activité mitochondrienne. Alors, donc, c'est à ce niveau-là, quand on parle de prolifération, on n'a pas de produit pour ça parce qu'il y en a tellement sur le marché. C'est juste de se dire, il faut avoir quelque chose pour bien soutenir l'activité mitochondrienne. Bonne activité aussi pour aider, donc les resveratrol par exemple, des composés bien documentés pour maintenir la capacité de réparation de l'ADN. Parce que quand on amplifie comme ça la division cellulaire, il faut pouvoir protéger l'ADN dans cette division cellulaire. Donc tout ça devient intéressant au niveau de la prolifération. Finalement, toi tu interviens dans une prise en charge d'approche fonctionnelle et tu rajoutes une ligne. Tu viens soutenir la santé mitochondriale, tu viens avoir un travail anti-inflammatoire contre le stress oxydatif et tu rajoutes la ligne du système de réparation, de régénération. C'est de comprendre toutes les étapes comme ça du phénomène de réparation et d'amener des éléments de suppléments nutritionnels qui vont soutenir chacune de ces étapes. Parce qu'on a réparation optimale, on maintient la santé de façon optimale lorsque le système de réparation peut fonctionner de façon optimale. Donc, prolifération au niveau de la moelle osseuse, libération, circulation, identification du site où on a besoin de réparation, migration. Parce qu'il y a des polysaccharides qui vont augmenter les champignons médicinaux, par exemple, la baie de Golgi, le colostrum, vont augmenter la densité du récepteur. Donc, on prend par exemple la baie de Golgi. 30 minutes après, il y a une diminution subite du nombre de cellules souches en circulation. On a augmenté la densité du récepteur et là, la cellule souche peut répondre beaucoup plus efficacement au SOS de SDF1. Et donc, elles vont réparer. Donc, on peut pousser la migration au niveau des tissus. Et là, il y a tout ce dont on vient parler maintenant pour pousser la prolifération et la différenciation. Et quels sont les conseils de prise de ces compléments? Quelle est la fréquence tous les jours, en cure, toute ma vie? Tout ce concept dont on a parlé depuis plus d'une heure, pour moi, ça a toujours été l'évolution de tout ça dans mon esprit. C'est on perd des cellules à tous les jours. Donc, l'optimisation, c'est de remplacer ces cellules à tous les jours. Donc, pour moi, j'ai pris de ces produits-là depuis 30 ans. Et je continue de les prendre tous les jours. Maintenant, si je prends un peu de recul, si on libère 10 millions de cellules souches, qu'on fait ça pendant un mois, qu'on a fait 300 millions, et qu'une injection de 100 millions vaut la peine, peut-être que quand on est en trentaine, on fait ça, je sais pas, moi, 2-3 fois par année et ça nous a donné un boost comme ça de régénération. Je dirais quand on arrive dans la quarantaine, on va peut-être ça 4 fois par année. Quand on arrive dans la cinquantaine, peut-être il y a un moment donné, on se dit, tiens, on le fait tous les jours pour booster la capacité à se réparer pour qu'on maintienne notre santé. Donc, je dirais, oui, on peut pulser la chose, faire ça en cure. Moi, je fais tous les jours depuis 30 ans. Mais à côté, il faut gérer tous les cofacteurs. Sommeil de qualité, absolument. Tester de jeûner, une alimentation colorée, de saison, diversifiée, avec le moins d'intrants chimiques possible pour diminuer l'inflammation systémique. Absolument. Et alors,
le C15, où est-ce que je peux le trouver dans mon alimentation de tous les jours? Ben, c'est les produits laitiers, je pense. C'est la source principale était les produits laitiers. Okay. Faites une recherche sur Google, vous allez voir. Oui, les produits laitiers, c'est une des sources principales. Le gras qui est considéré malsain. Non, mais dans tous les cas, on veut modéliser on veut simplifier les choses. C'est vrai que je crois que la fluidité membranaire, on parle beaucoup des oméga 3, parce que finalement, on est dans un rapport dans notre société de 1 pour 20, alors qu'on devrait être 1 pour 4 ou 1 pour 1. Et donc, on se focus sur ça, mais finalement, la vérité est bien plus complexe. C'est ça. La question que j'aurais à te poser, c'est quelles sont les limites de cette complémentation? Quels sont les risques? Nous, on découvre ça avec toi. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? J'ai pas vu de limite. Il y a pas de risque, j'ai pas vu de risque au fil des années. Ceux qui ont des fibromyalgies ou problèmes articulaires, c'est pas rare, qui vont en premier expérimenter une exacerbation de leurs problèmes. Donc pendant une semaine ou deux, ils disent, ce produit-là est pas bon pour moi, j'ai plus de douleur. Eh ben je vous dirais continuez, diminuez, prenez une capsule par jour, une demi-capsule s'il faut, continuez. Après, le plus souvent, il y a des résultats qui sont vraiment vraiment intéressants. À part de ça, il y a pas de c'est des plantes. On a découvert ces plantes en regardant l'effet rapporté historiquement sur des siècles de l'effet de ces plantes. Donc, quand une plante a été identifiée, pas identifiée, mais qui a une historique d'utilisation pour différents problèmes de santé, mon hypothèse, c'est que si historiquement on a vu son effet pour différents problèmes, peut-être que le mécanisme principal, c'est la libération de cellules souches. Donc, à la fin, toutes ces plantes ont toute une historique d'utilisation très sécuritaire. C'est vrai que, en fait, les réflexions qu'on a d'épuisement du système de réparation à le stimuler tous les jours par des compléments, par des injections, on a la même réflexion à se dire, si on libère plus de cellules souches, est-ce que finalement il peut avoir un amas de cellules souches qui ne se différencie pas et qui puisse entraîner des cancers? Enfin, c'est juste une réflexion naturelle. Oui, tout à fait. Mais c'est des réflexions intellectuelles. Parce que dans la réalité de la chose, ce sont des plantes qui ont été utilisées depuis des siècles. Rien de ça a jamais été rapporté. Je vous dis par exemple la baie d'argousier. Est-ce qu'on peut trouver dans toute la littérature et l'utilisation de la baie d'argousier un effet secondaire, un effet négatif? Non, il n'y a rien qui a été rapporté. Et chacune des plantes, s'il y avait des effets négatifs, je ne l'aurais pas utilisé. Donc, chacune de ces plantes, comme ça, a un historique tout à fait sécuritaire. Et elles ont libéré des cellules souches depuis des siècles. On le découvre aujourd'hui, mais ça a été fait depuis des siècles. Donc, en fait, on ne fait que révéler l'approche moderne scientifique nous fait peur parce qu'on dit cellules souches, on a peur de ça. C'est intellectuel parce qu'en réalité, on a été exposé à ça depuis des siècles. On n'a jamais vu un problème avec ça. On découvre en fait quel est le mécanisme derrière ça. Et tout à l'heure, tu l'as abordé, c'est qu'il y a une difficulté aussi à amener des preuves sur les cellules souches, à créer des études randomisées. Comment parce qu'on voit que c'est porteur d'espoir, hein. Oui. Toi, ça fait 30 ans que tu vis ça. C'est le futur. Mais comment tu expliques le fait qu'il n'y ait pas encore de consensus scientifique où vraiment il y a une dynamique autour de ça, où il y a vraiment des grandes revues scientifiques qui s'accordent à dire à ramener des preuves, enfin comment? C'est la différence entre l'académique intellectuel et le clinique pratique. Okay. Le clinicien pratique qui teste avec des protocoles va voir que ça fonctionne. L'académique qui veut isoler la chose et regarder la chose pure et va arriver à la conclusion que ça fonctionne pas. Ça fonctionne. De dire que ça fonctionne pas, mais c'est d'être mais borne à un niveau, c'est incroyable. Il y a trop d'évidences. C'est plus que des évidences, il y en a trop. Mais si on veut pas regarder, on veut pas s'ouvrir et puis vraiment regarder les choses pour qu'elles sont, on peut rester dans une vision où on dit voilà, ça fonctionne pas. Mais c'est complètement faux. Oui. On vit dans un monde où si les preuves scientifiques dirigent un petit peu la thérapie, nous on peut l'expérimenter, hein. On peut aussi traiter des gens avec des techniques ou des modes opératoires qui sont pas scientifiquement prouvés, mais la vérité c'est que finalement le patient va mieux. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire pour une lésion spinale? Rien. Quelqu'un qui est quadraplégique comme ça avec une lésion spinale, qu'est-ce que la médecine peut faire? Rien. On apprend l'individu à vivre avec son problème. Ça fait de ça plusieurs années. J'ai rencontré dans une conférence la présidente de l'Association américaine des lésions spinales. Et je lui ai montré une vidéo d'une quadraplégique, 15 ans quadraplégique. Et après avoir stimulé cette libération des cellules souches endogènes pendant tous les jours, après 10 mois, elle avait une mobilité. Elle courait pas un marathon,
mais elle arrivait à lever ses jambes, écarter ses jambes, plier les genoux, utiliser ses jambes, attraper ses jambes pour pouvoir s'asseoir dans son lit, se repousser dans son lit, lire, manger d'elle-même, alors qu'elle avait pas fait ça depuis 15 ans. Elle a regardé le vidéo, elle m'a regardé, elle me dit, je m'excuse, j'ai un lunch. Et elle est partie. Ce cas-là, toute l'organisation dans laquelle elle travaille, c'est pour trouver un moyen pour redonner de la mobilité comme ça à quelqu'un qui a une lésion spinale. Je lui montre une vidéo de quelqu'un qui a une lésion spinale avant et après. C'est impossible, puisque dans sa vision des choses, c'est impossible. Donc, aveugle. Elle a rien vu. En fait, les cellules souches amènent une nouvelle médecine qui va changer complètement notre compréhension de la santé, du bien-être, de la formation des maladies, de la guérison des maladies dites chroniques. Ça va tout changer. Mais il y a un monde académique, pharmaceutique, qui va résister à ça, mais encore pour un bon moment. On a parlé des interventions qu'on peut faire dans notre mode de vie. Tu as parlé du jeûne, tu as parlé du question hyperbare. Et moi, récemment, je me suis mis à lire Joe Dispenza, qui est un neuroscientifique qui parle de méditation et de l'effet sur notre épigénétique. Finalement, est-ce que ces méditations pourraient aussi avoir un impact sur notre libération de cellules souches? Ah oui, tout à fait. Ben, je dis tout à fait. Ça n'a pas été publié, mais Doris Taylor a fait ça. Elle en a parlé, en fait, dans un podcast. Et je la respecte beaucoup, donc je ne mets pas ça en doute. J'ai pas vu les données, mais effectivement, si on prend un méditant qui sait méditer, qui était donc un expert dans le domaine, après 20-30 minutes de méditation, on voit une augmentation du nombre de cellules souches en circulation. Donc, la méditation joue un rôle. Est-ce que les effets bénéfiques sur la santé reliés à la méditation sont que reliés aux cellules souches? Probablement pas. Hein. Il y a d'autres phénomènes. Oui, c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble d'éléments, mais c'est un des éléments de la méditation. Méditer, jeûner, manger sain. Activité physique, manger coloré. Les gens vont dire, mais en fait, c'est toujours la même chose, en fait. Bah oui. Ça, c'est la chose, moi, que je trouve de plus fascinant au niveau des cellules souches, parce que on découvre quelque chose de pointe qui, avec toutes les questions dont vous avez amenées, qui sont des questions légitimes, hein. Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a ci, le cancer, peu importe. Et à la fin, en fait, tout ce qu'on sait pour être bon pour la santé, en fait, stimule les cellules souches, et tout ce qui est mauvais pour la santé inhibe les cellules souches. La cigarette, l'alcool, inhibe les cellules souches. Le stress. Les hormones de stress vont inhiber la migration et la prolifération des cellules souches. Donc, quelqu'un qui est stressé pendant 30-40 ans, bienvenue au monde moderne, mais pendant ces 30-40 années, la capacité à se maintenir et à se réparer est diminuée. Et donc, c'est pour ça que le stress a été associé à tellement de maladies dites dégénératives. Alors, si on abolit le stress et qu'on est joyeux, on booste les cellules souches. Est-ce que la joie est associée au cancer? Non. Est-ce que la joie est associée à des problèmes? Non. Donc, à la fin, on regarde ça sous l'angle de la nouveauté, mais en réalité, honnêtement, c'est comme le noyau fondamental de la santé humaine. C'est le système de réparation qui est influé par tout le reste. De toute façon, un sportif qui est stressé, de voir qu'il performe très mal parce qu'il a un stress chronique, parce que ça va mal dans sa vie. Ça va se blesser. Oui, ça va se blesser et ça surprend personne. Les préparateurs physiques, maintenant, ils ont des marqueurs pour évaluer le niveau de stress, le niveau de fatigue générale. Mais du coup, ce dosage de cellules souches en libération dans notre circulation est un marqueur de notre santé optimale, un marqueur de longévité. Ben, la seule raison pour laquelle c'est pas utilisé pour le moment, c'est parce qu'il n'y a pas de méthode pour quantifier rapidement, facilement dans un laboratoire commun le nombre de cellules souches. Je travaille sur ça. Quand on aura cette méthodologie, pour moi, ça va devenir le marqueur le plus important de comment je serai dans 10 ans. Super. Et on pourrait, on s'approche de la fin. Finalement, avec toi, ton historique, ça fait 30 ans que tu vis les cellules souches, ça fait 30 ans que tu vois la progression, les avancées. Quel est ton bilan maintenant et quelle est ta vision au futur des cellules souches? Pour moi, il n'y a aucun doute, la médecine du futur est basée sur les cellules souches parce que c'est curatif alors que le pharma est palliatif. On a un diabète, on vous donne de l'insuline comme ça pour le reste de votre vie. Alors que la cellule souche est curative. Donc, ça emmène un changement
totale de la médecine. Donc, ça va tout changer. Et je pense que les 3 grandes directions, ça va être de comprendre que justement, c'est le système naturel de réparation. Donc, ça fait partie de notre vie, non pas au moment de l'injection, mais à tous les jours, ça fait partie de notre vie. Donc, des plantes comme ce que nous, on a fait partie du quotidien dans une approche de longévité. Il y a aujourd'hui, et ça se développe parce qu'il y a un labo qui fait maintenant ça, on peut étudier votre code génétique, identifier les faiblesses génétiques, extraire une cellule souche du sang, ajouter un gène correcteur à votre faiblesse génétique, on peut rajouter certains gènes de longévité, on prend cette cellule, on l'expand, on en fait une expansion pour en faire une bonne injection, on vous réinjecte vos propres cellules souches avec ces gènes, ça va à la moelle osseuse, et là on a une nouvelle souche de nos propres cellules souches qui ont maintenant des gènes correcteurs. Okay, donc et donc ça c'est fait. C'est maintenant, ça vient de commencer. Okay. On peut aller faire ça au Costa Rica. Il y a un endroit où on peut aller faire ça. Et la 3e direction, ça va être l'identification de la cellule souche idéale pour appliquer. Donc, on aura pu ombilical, tout ça. Donc, et il y en a une qui a été identifiée, on l'appelle la MUSE, Multi-Lineage Stress Enduring Cells. C'est une cellule qui est pluripotente, elle peut faire le sperme, l'ovule, elle est résistante, et donc il faut finaliser les méthodes pour bien l'utiliser, bien l'extraire et la faire proliférer. Mais je pense que d'ici 5-10 ans, on aura comme ça, chez n'importe quel individu, on pourra extraire cette cellule souche pluripotente et puis en faire une injection. Ces trois voies, je pense, résument en grande partie, et aussi peut-être la fabrication de tissus en laboratoire. On fait un scaffold, une espèce de comment on dit, échafaudage. D'accord. Voilà. Structure. Et on prend vos cellules souches, on les injecte dans la structure et on refait un foie, un cœur. C'est un peu ce que tu nous as montré avec la souris. De la souris. Voilà, c'est ça. Et donc, on peut vous refaire, on prend ces fameuses Muse cells et on vous refait votre propre cœur. Comme il y a eu sur l'AVC provoqué sur un cœur où il y a une nécrose d'une partie du tissu et on voit qu'il y a un repeuplement tout à fait. Versus contrôle. Tout à fait. Et tu vois, on parle de communication, donc finalement il y a différentes façons de communiquer dans notre corps, le système nerveux, le système hormonal, les cytokines, des modulateurs, et finalement quand on vient mettre des cellules souches sur une structure du collagène d'un cœur, les cellules souches s'organisent en cœur. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une communication du tissu conjonctif. Absolument. Ouais, qu'on n'a pas encore très exploré. Hein. Ça n'a pas été pour la différenciation, étudié, mais pour le moment, pour la différenciation, l'hypothèse principale, c'est que le tissu a perdu les cellules, mais il reste des débris moléculaires, si je puis dire, de protéines spécifiques au cœur. Il y en a quelques-unes. Donc, une fois que la cellule rentre en contact avec ces molécules, ben, ça envoie un signal au noyau, et puis les cellules se mettent à exprimer tout le code génétique d'un cardiomyocyte, par exemple. Ce qui est plus fascinant pour moi, c'est pas ça. C'est comment toutes ces cellules qui sont stimulées par la même chose s'organisent en architecture de cœur avec une pulsion. Avec une fonction. Ça, pour moi, c'est... Finalement, c'est tout, quoi. C'est cette continuité qui fait que c'est la vie, quoi. Ouais. Et sur les applications des cellules souches, on parlait par exemple sur les myopathies, sur réparation tissulaire, musculaire, les artériopathies, insuffisance rénale, diabète. Potentiellement, il y aurait des effets... Parce que toutes les maladies chroniques sont finalement des déficiences de notre système de réparation. C'est ce que tu disais. D'un type de cellules. 50% de cellules souches en libération en moins sur les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. Donne-moi 30 secondes, je vais retourner. Non, mais de toute façon, on va... Ok. Ouais. C'est la fin, oui. Ouais, c'est la fin. Ouais. Mais bon, en tout cas, c'était un vrai plaisir de te recevoir, Christian. Merci pour tout. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt tout le monde. Merci Christian. Salut, merci. Plaisir.